Eh bien, nous allons continuer avec notre deuxième table ronde de la journée. Nous l'avons intitulée « Éloge de la nuance ». Et je voudrais citer en préambule Jean Birnbaum dans « Le courage de la nuance ». C'est évidemment à lui que j'ai emprunté le titre. Il devait être parmi nous d'ailleurs, enfin, il en avait été question, mais il est retenu au Mans par le Forum Philo du Monde. Bon, c'est une bonne excuse. Et donc, Jean Birnbaum parle de la brutalisation du débat public. Il qualifie notre époque de temps de vitrification idéologique. Par parenthèse, il ne fait pas vraiment dans la nuance. Mais bon. Et il dit que face à cela, face au brouhaha des évidences, il n'y a pas plus radical que la nuance. Alors, nous allons en discuter avec Tania de Montaigne, bon, qui est une vieille amie de la LICRA. Elle intervient souvent dans nos débats. Vieille au sens, il y a longtemps qu'elle est une... Oh là là, on ne peut plus rien dire. Elle intervient souvent dans nos débats, nos universités d'automne, et même jusqu'à Avignon cette année. Je cite deux de ses livres les plus essentiels. Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin, et Les Noirs n'existent pas, tous les deux chez Grasset. Raphaël Enthoven, à ma gauche, qu'on ne présente pas plus que les deux autres aux amis de la LICRA, et qui se présente lui-même avec humour comme, je cite, « professeur de philosophie sur tous les supports qu'on lui prête ». Et donc, ces derniers ouvrages, Le temps gagné en 2020, L'école des dames, qui est une parodie en 3 actes, inspirée évidemment de Molière, et puis un récit tout à fait stimulant et original qui s'appelle Krasnaya, paru. Tous ces textes sont parus aux éditions de l'Observatoire. Et enfin, Frédéric Pottier, qui lui alors non seulement est un ami de la LICRA, mais qui l'a souvent soutenu quand il était DILCRA, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Ouf, j'ai bon. Et qui nous fait l'amitié désormais de siéger au bureau exécutif de la LICRA, les préfets de son État. Parmi ses ouvrages récents, Contre le racisme et l'antisémitisme, publié en 2018 chez Deleuze avec Ferdinand Mélin-Soukramanian, on en parlera, je le connais bien. Et Pierre Mendès France, La foi démocratique, c'est chez Bouquin. Et alors, plus récemment, et de manière aussi plus surprenante, La menace 732, un thriller politique que je vous recommande aussi, à l'Aube, aux éditions de l'Aube. Alors, voilà, juste pour lancer la conversation, j'ai envie de vous demander si cette brutalisation du débat public et cette vitrification idéologique dont parle Birnbaum, si vous les avez rencontrés aujourd'hui. Est-ce que c'est un phénomène récent? Comment s'explique-t-il? On verra ensuite comment on peut pallier ce problème et si la nuance est une réponse plausible. Mais parlons d'abord de la situation présente, cette brutalisation du débat public. Je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être Raphaël, en tant que responsable de Franc-Tireur, il a à dire sur le sujet. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne connais qu'amour et tendresse dans le débat public, douceur, souci d'argumenter, goût de mettre la vérité en partage, intérêt porté au désaccord, sentiment collectif, c'est merveilleux d'ailleurs, que le désaccord est un enrichissement mutuel et l'occasion de revenir sur ce qu'on pense ou sur ce qu'on croit alors qu'on croit qu'on le pense. Non, en vérité, ce que je veux dire, c'est que le débat public, en démocratie, c'est un effet de la démocratie, est contaminé par le désir de polarisation, par le désir d'opposition, par la victoire de l'opposition sur la contradiction depuis la République de Platon. C'est-à-dire que, pardon de faire le malin, mais après tout, il y a la BNF, et le premier livre de la République, Thrasymachie, se présente à Socrate en lui disant « Je ne veux pas parler avec toi, 1, parce que tu as tort, 2, parce que tu es méchant ». Mais tu ne me connais pas, dit Socrate. Non, mais je sais que tu es méchant si je te connais. Bref. Et tout le livre 1 de la République, c'est le combat entre Socrate, non pas entre Socrate et Thrasymachie, mais entre le goût du dialogue et le refus du dialogue. Et c'est la victoire finale du goût du dialogue. C'est-à-dire qu'à la fin, Socrate amène Thrasymachie sur son terrain. Ce geste-là
Ce geste-là, cette victoire-là, la victoire n'est pas idéologique. Trasimac défend l'idée que la force fait la justice et Socrate dit que non, on a une idée de la justice en nous. C'est un autre débat. Là, l'enjeu, c'est la possibilité même de débattre. Et c'est mis en scène par Platon. Et pour Platon, le refus de débattre, c'est le propre des sophistes, c'est-à-dire des démocrates, c'est-à-dire des gens qui mettent les opinions sur le même plan. Et ce qui est vrai, c'est que le refus du débat, le goût de la polarisation, le sentiment que l'offense, que la critique est une offense, le sentiment que l'adversaire est un ennemi, tout ce qui empêche le débat, ça c'est un effet démocratique. C'est un effet démocratique, c'est tout le paradoxe de la liberté. La démocratie garantit la liberté, mais elle dépérit du mauvais usage qu'on fait de notre liberté. Et en matière de débat, c'est ce qui se passe. Nous vivons une ère hyper démocratique qui n'a jamais autant pratiqué la censure, pour des raisons qui tiennent justement à la nature même de la démocratie depuis qu'elle existe. Donc, alors, évidemment, les époques se ressemblent, mais bon, on a des outils nouveaux. Donc, évidemment, ce que je dis là me paraît singulièrement dopé par les réseaux sociaux, c'est-à-dire par le droit qui nous est donné désormais non seulement de dire ce qu'on pense, mais de se prendre pour ce qu'on dit, et en plus de ne croiser que des gens qui pensent la même chose et qui disent la même chose, de sorte que la vérité même n'a plus d'importance. Mais au départ, déjà, la vérité est la victime expiatoire de la démocratie. Une démocratie, c'est sa grandeur, c'est pas le règne de la vérité. Méfiez-vous de celui qui veut gouverner au nom du vrai. Non, une démocratie, il est aussi dangereux que celui qui gouverne au nom du bonheur. C'est très dangereux. Donc la vérité, au départ, c'est la victime de la démocratie. La démocratie, c'est le gouvernement du plus nombreux, pas du plus véridique. C'est pour ça que Platon ne l'aime pas. Et que la plupart des philosophes, d'ailleurs, n'aiment pas la démocratie. Mais heureusement que c'est ça. Heureusement que c'est ça. Le problème, c'est la forme prise par ce deuil de la vérité. Le deuil de la vérité prend la forme en démocratie d'un refus de débattre maquillé en foire d'empoigne. Merci. Oui, c'est difficile d'enchaîner, mais je pense que on va quand même demander à Tania d'enchaîner. J'ai un peu honte parce que Tania de Montaigne, on l'invite, comme je vous l'ai dit assez souvent, à parler notamment de ses 2 livres, parce que c'est des livres puissants, originaux, et en plus, il me semble qu'il touche juste les Noirs n'existent pas, les Noirs, etc. Or, elle passe son temps à dire, et elle dit dans ses livres, qu'elle en a marre, enfin qu'elle en a marre de jouer la noire de service et qu'elle n'est pas noire, enfin elle en a marre de ça. Ah, et nous, c'est toujours la question qu'on lui pose, évidemment, parce que c'est formidable d'avoir quelqu'un qui dit ces choses-là et qui les dit aussi clairement, aussi brillamment, aussi fortement. Et voilà. Et donc, on continue de l'interroger sur le sujet, alors qu'elle voudrait, je ne sais pas, qu'on parle d'autre chose, en tout cas. Ouais. Voilà. Enfin, mais tant pis. Ah d'accord, tant pis. Bon, bah ok. Non, alors plusieurs choses. Déjà, je suis noire, en fait, mais... Donc ça, c'est une première chose. Non, dans ce que dit Raphaël, ce que je trouve intéressant, c'est la question du deuil. Parce que elle est vraiment au centre de ce qui nous interroge. C'est cette capacité qu'on aurait à justement ne pas être perpétuellement du côté du bien, et pour autant que cette complexité qui nous traverse puisse générer quelque chose d'intéressant. Et en fait, cette question du deuil, pour moi, elle est aussi du côté de l'infantile. Et les réseaux sociaux, ils viennent nous chercher de ce côté-là. Donc, on aimerait qu'il y a des problèmes, et il y en a plein, et que quelqu'un nous propose une solution et qu'il n'y en ait qu'une. Donc, on est traversé par ce deuil d'une enfance comme ça, où on pourrait se rouler par terre et puis quelqu'un nous donnerait un biberon et ça serait génial. Donc, la difficulté, elle est de ce côté-là. Et donc, pour sortir de ça, il nous faut supporter l'altérité. Donc, moi, je ne sais pas si... Bon, la réponse de Jean Birnbaum, elle était de dire qu'il faudrait de la nuance, mais moi, je ne crois pas trop à ça, en fait. Je pense que ce n'est pas tellement la question de la nuance, c'est surtout la question de l'acceptation d'un terrain sur lequel on pourrait s'affronter et que ça puisse générer quelque chose qui ne serait pas total, pas omniscient, quelque chose qui ferait que on pourrait continuer à développer la société dans une complexité. Voilà, c'est ça pour moi en fait que je ressens, et intrinsèquement, c'est-à-dire qu'il y a plein de fois où effectivement j'aimerais bien qu'on me dise il y a un problème de réchauffement climatique, paf, j'ai une réponse, génial.
Voilà, on fait ça, bim, et puis c'est réglé, et on n'en parle plus. Le problème, c'est qu'en fait, justement, on en parle parce que comme on est humain, il n'y a aucun sujet sur lequel on pourrait dire et on n'en parle plus. On en parle, et c'est ça. Sur la question des violences, voilà, qui émergent, bah oui, on va être obligé d'en parler parce qu'il n'y a pas de solution qui soit simple. Et à chaque fois que quelqu'un propose une solution qui est simple, eh bien, méfions-nous parce que on voit bien que ça propose rien du sujet en soi. En fait, à chaque fois qu'il y a une solution simple, elle fait que s'écarter du sujet. Le sujet, il est brûlant, il est chaud, et donc à chaque fois qu'on vient près de ce sujet-là, bah oui, ça nous chauffe un peu, c'est comme ça, et il faut supporter cette chaleur, quoi. Donc je crois que trouver comment est-ce qu'on peut être au cœur du questionnement, donc au cœur de notre humanité, et y rester, bah là, il y a quelque chose d'intéressant. Et donc, par rapport à ce que tu disais sur... ouais, on l'appelle pour parler des Noirs. Bah justement, en fait, moi, quand j'arrive, je suis très décevante parce que je ne parle pas des Noirs vu que je ne les connais pas. Enfin, je peux vous parler de ma mère, de deux, trois autres personnes que je connais un peu, et je ne prétends pas connaître tout de ma mère. Mais je ne peux pas vous parler des Noirs, justement. Donc, encore une fois, c'est un sujet ouvert parce qu'en fait, je crois bien que les Noirs, c'est des gens. Puis après, du coup, je crois bien qu'il y a tout un tas d'autres gens qui sont des gens. Et c'est de ça dont il est question. C'est comment est-ce que ce qui ne nous est pas donné, cette incapacité de saisir l'ensemble de ce qu'est une personne, c'est ça le sujet. Voilà, c'est celui-là auquel on se coltine, c'est celui-là qui vient sur les questions de racisme, d'antisémitisme, d'homophobie et de toute discrimination. C'est bien de ça dont il est question, c'est de supporter que l'autre, je ne peux pas le contenir, je ne peux pas en faire le tour, je ne peux pas tout savoir, il y a une obscurité et c'est cette partie sombre aussi qu'il faut supporter. Donc, toute possibilité de mettre ça au centre, cette question de ce qui brûle, de ce qui est obscur, de ce qui ne nous est pas donné, de ce qu'on ne peut pas contenir, c'est tout ça en fait qu'il faut remettre au goût du jour. Et pour moi, le débat, il est là. C'est ça le débat. C'est pas de savoir si ça c'est bien et ça c'est pas bien, parce que à chaque fois qu'on se pose ces questions binaires, en fait, on se pose aucune question. Non, c'est tout le reste. C'est toutes les choses auxquelles on ne peut pas répondre par oui, non, j'aime pas, pouce en haut, pouce en bas, tout ça. Voilà, c'est tout le reste. Et donc tout le reste, justement, c'est passionnant parce que tout le reste, c'est nous, en fait. Hein. Pouce en haut, pouce en bas, c'est vraiment le tout début du trajet qu'on a à faire. Et puis après, il y a tout le reste, en fait, qui s'appelle être adulte, en fait. Hein. Donc, voilà. Merci Tania. Je vais passer la parole donc maintenant à Frédéric. Alors, on parlera tout à l'heure de Pierre Mendès France, pour lequel tu signes une véritable déclaration d'amour rationnel et argumenté, mais d'amour quand même. Mais là, j'ai envie quand même de t'interroger sur ton expérience de DILCRA. Est-ce que tu l'as rencontré, la brutalisation du débat public et la vitrification idéologique dans tes fonctions Oui, alors comme Raphaël, moi j'ai beaucoup rencontré d'amour et de douceur aussi dans le combat contre l'antisémitisme et le racisme. Non, plus sérieusement, c'est vrai que d'abord, quand on prend un peu de recul historique, et ça c'est grâce à Pierre Mendès France que ça m'a été permis, quand on regarde la presse des années 30, elle est extrêmement violente. Contre Mendès France, contre Blum, contre Jean Zay. J'étais à Orléans il y a quelques jours. Louis-Ferdinand Céline, dans l'école des cadavres, crie « Je vous ai », Zay avec un Z. Et donc, il y a vraiment des appels au meurtre, etc. Et un des combats de la LICRA dans les années 30, c'est justement de porter une législation qui permet de contrebalancer ça et de lutter contre ça. Donc, c'est la loi Marchandeau, puis après, il y a la loi Pleven après la Seconde Guerre mondiale. Mais dans l'époque moderne dans laquelle on vit, ce que je trouve d'abord, c'est qu'il y a beaucoup de tabous qui sont tombés, notamment lors de la dernière campagne présidentielle. Enfin, vraiment, moi, je trouve qu'il y a eu une violence extrême des propos, des positionnements, des quelques guides démocratiques, des digues qu'on avait érigées. Et puis surtout, il y a deux éléments supplémentaires. Il y a l'industrialisation des médias sociaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une vidéo porteuse de haine, elle ne va pas être diffusée quelques centaines de fois ou des milliers de fois. Elle va être partagée des millions de fois. Et puis surtout, elle va être très difficilement enlevable. C'est-à-dire que les questions de censure, j'entends le débat qu'on peut avoir, mais pour le régulateur public, pour l'autorité publique, pour la République, faire enlever une vidéo de YouTube ou faire bloquer un site internet, c'est extrêmement compliqué. Parce que l'auteur va être en Islande, parce que le site il va être hébergé aux États-Unis, parce que le responsable légal il va être au Japon. Et donc c'est un vrai casse-tête législatif. Et donc lutter contre cette brutalisation, c'est extrêmement compliqué sur le plan matériel, légal pour les autorités publiques. D'accord. Oui, bien sûr. Je
voulais dire un mot sur ce qu'avait dit Tania, qui est tellement juste. Enfin, dire à quel point c'était important, en fait, de préserver la complexité. À quel point c'était essentiel. À quel point l'enjeu n'est pas, dans le débat public, de garantir la victoire d'une idée sur une autre, mais de préserver la possibilité pour les idées d'être en situation de discussion, en fait. La seule victoire qu'on puisse espérer, c'est ça. Alors, ça suppose naturellement que les idées elles-mêmes soient ainsi conçues qu'elles puissent discuter avec d'autres. Donc, évidemment, ça exclut du champ de cette préservation un certain nombre d'idées qui se reconnaissent au fait qu'elles refusent catégoriquement les autres. Mais le Graal, c'est la complexité. La complexité, c'est-à-dire aussi, et c'est pour ça que c'est très beau ce que tu dis de l'altérité, ce qui, dans l'autre, ne peut pas faire par moi l'objet d'une connaissance. C'est-à-dire ce qui, dans l'autre, relève profondément d'une altérité et donc peut faire l'objet de mon intérêt, de ma curiosité, mais en aucun cas de ma connaissance. C'est-à-dire ce qui, en l'autre, ne relève d'aucune de mes catégories, ce que je ne peux pas dire de lui et ce que je suis disposé à entendre de lui. Et tous ces éléments doivent être préservés à l'intérieur d'un espace en bonne santé, c'est-à-dire la possibilité de débattre sans s'engueuler et le droit qui est fait à chacun d'avoir une part d'ombre. Il faut aimer la nuit. La part d'ombre de chacun, consentir au fait que les gens ne soient pas transparents. Donc, éloge de la complexité, qui est peut-être, on va y venir, un autre nom de la nuance. Oui, oui, justement, en fait, pouvez... on n'est pas loin de la nuance. Oui, c'est ça, mais vous pouvez tout à fait ne pas faire l'éloge de la nuance. En fait, vous avez tous les droits à la tribune. Hein. Non, mais par exemple, juste un point, pardon, je ne veux pas être long, hein, juste un point, ça me paraît très intéressant. Les choses sont, par exemple, la complexité, c'est quoi? La complexité, c'est d'expliquer aux gens que le blasphème, c'est pas le racisme, que c'est pas la même chose. Alors, la tentation est de les amalgamer, de simplifier les choses. La tentation simplificatrice est là, délétère, et la complexité, c'est de réintroduire une bifurcation. C'est de dire que le nationalisme, c'est pas le patriotisme, que le respect, c'est pas la tolérance, que le consentement, je parle du consentement au monde tel qu'il est, ça n'est pas la résignation. Que l'explication, c'est pas l'excuse, que la sincérité, c'est pas le franc-parler. Bref, ce sont des nuances, comme dit Camus, où se joue l'homme lui-même. Et ça, c'est la préservation de la complexité. Ça n'est rien d'autre, je crois. Après, parce qu'il faut s'entendre, évidemment, sur ce qu'on met dans le mot nuance. C'est toujours pareil. Ce que tu dis de la nuance m'intéresse, puisque c'est l'idée d'éclairer et de définir ce qu'on entend par ce qu'on dit. Ce que je n'aime pas dans l'autre possibilité de l'idée de nuance, ce serait l'idée d'aplanir de telle sorte que toute aspérité aurait disparu du champ et que ne resterait que le plus petit commun dénominateur qui serait susceptible de ne déranger personne. Et c'est là que j'ai un problème avec ce qu'on... Mais évidemment, c'est toujours pareil, il faut savoir ce qu'on dit quand on dit nuance. Et comme souvent, c'est de ça dont il est question, c'est-à-dire mets un peu d'eau dans ce vin et comme ça, nous pourrons tous le boire. Et moi, je pense qu'il y a des vins qu'on ne peut pas tous boire et c'est pas grave parce que c'est aussi ça le principe de pouvoir exercer sa liberté dans les limites de l'égalité et de la fraternité. Mais c'est intéressant aussi qu'il y ait des choses qui me hérissent, qui me parlent pas ou qui génèrent des grands élans ou que je voyais pas comme ça. Puis d'un coup, je me dis ah oui, non mais d'accord. Ah ouais, pourquoi pas. Il faut que ça soit préservé fortement, parce que s'il n'y a plus ça, eh ben, on se retrouve avec ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire des gens qui sont en train de s'interroger en permanence sur la possibilité de se tromper. En fait, c'est-à-dire que s'il n'y a plus ça, s'il n'y a plus ces aspérités, en fait, il n'y a plus de notion de risque. Et tout devient pris dans un prisme qui serait celui de la morale, du bien, du mal, ça va, ça va pas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il faut qu'il puisse y avoir
des élans. C'est comme ça que des choses peuvent advenir. Et c'est ça la condition de la démocratie aussi. C'est que dans ce cadre que nous avons défini, ces bornes qui sont celles du droit, eh bien, à l'intérieur de ça, il faut que chacun puisse vraiment explorer ce que c'est que la liberté. Sinon, on va se retrouver dans des situations qui sont celles qu'on peut voir dans certains cadres aujourd'hui, celles que moi je vois tout le temps, puisque comme j'ai une connaissance globale de tous les noirs de la planète, parfois on m'appelle sur des trucs et il y a des gens qui pensent vraiment que je connais tous les noirs du monde, parce qu'on a un WhatsApp qui est... Donc je suis au courant de tout. Et ces gens-là sont vraiment très contents de me donner la parole sur les noirs, le sujet noir, tout ce qui est noir, parce qu'eux ne le sont pas. Et que comme ça, ils peuvent se défausser sur moi et ne plus avoir d'avis sur le monde et sur leur lien avec le monde, quoi. Je voudrais apporter un témoignage complémentaire à ça, parce qu'il y a moins de juifs que de noirs. Et donc, oui, mais donc le sentiment que les juifs sont tous, cumulent. Sont tous. Alors, il y en a qui cumulent, mais alors bizarrement ceux-là, bon, non, il y a moins de juifs que de noirs, et donc évidemment on prête spontanément aux juifs aussi des vertus, des connaissances secrètes et souterraines. Et blague à part, il y a une expression qui résume tout ce qu'on est en train de se dire, dont l'ambivalence résume tout ce qu'on est en train de se dire, c'est l'expression raison gardée. Pour le pire, raison gardée, c'est éviter les sujets qui fâchent. Donc c'est Chirac en 2007, au moment de la publication des caricatures du prophète, vive la liberté d'expression, mais le respect c'est bien quand même. Ou Douste Blazy, si vous voulez, c'était là. Il y a des raisons gardant, il y en a de toutes les époques. Ils sont très dangereux. Ce sont des gens très dangereux, ce sont des gens qui veulent enterrer ce sont des gens qui vous disent oui d'accord, mais enfin tout de même, quand vous leur posez un problème, vous voyez, ils essaient de noyer le truc, ils font des synthèses, les raisons gardant. Et ça c'est un grand danger, c'est les mêmes qui voulaient éviter le sujet de l'affaire Dreyfus au début du siècle dans les dîners fameux, vous connaissez le dessin, et ils en ont parlé, qui aujourd'hui voudraient éviter de parler de Didier Raoult à table ou des antivax, ou je sais pas. Raison gardée. Pour le meilleur, raison gardée, c'est se faire le gardien de la raison, c'est-à-dire non pas être raisonnable au sens pusillanime du terme, mais être rationnel et considérer qu'en somme, il n'y a pas un débat qui ne puisse être exposé, disséqué, analysé en faisant preuve de raison. Et c'est la raison pour laquelle les sujets que les gens se dépêchent d'éviter sont exactement les sujets, je prêche pour ma paroisse, c'est la raison d'être de mon journal, sont exactement les sujets dans lesquels on s'empresse de mettre les pieds dans le plat. Pas pour foutre la merde, un peu, mais d'abord parce que ce dont on ne parle pas se calcifie durablement. L'habitude prise de ne pas aborder un sujet, oh ça... Franchement, les gens qui vous disent c'est pas le moment d'en parler vous diront toujours que c'est pas le moment d'en parler. Celui qui vous dit c'est pas le moment vous dira pour l'éternité que c'est pas le moment. Donc les choses se calcifient quand on renonce à les aborder. Donc il faut raison garder au sens où il faut se servir de la raison pour tout regarder. Voilà. S'il était permis à l'animateur d'intervenir une seconde dans le débat, j'ai un exemple. Moi, dans ma jeunesse aventureuse, j'ai beaucoup participé à ce qu'on appelait à l'époque le dialogue judéo-chrétien. J'en suis revenu, mais complètement. C'est pétri de bonnes intentions. C'est sirupeux au possible, c'est doux, etc. Alors que ce serait marrant si les gens s'engueulaient. Bien sûr, oui. Mais les Juifs arrivent en effaçant tout ce qui, dans le judaïsme, peut offenser la foi chrétienne. Et les chrétiens, évidemment, arrivent comme si l'Inquisition n'avait pas existé, comme si les conversions forcées, enfin, tout ça. Et entre gens de bonne volonté, comme disent d'ailleurs les chrétiens, homines bonae voluntatis, eh bien, on se parle, on s'aime, on s'embrasse, on s'aime de s'aimer. C'est pas de la bonne volonté, c'est du bon déni. Oui, c'est ça. Et c'est dommage. Oui. Non, moi j'ai aucune compétence sur l'amitié judéo-chrétienne et vraiment, c'est vraiment pas mon truc. Et le préfet qui sommeille en moi rappellerait qu'il est parfaitement laïque et que ça. Non, moi ce que je voulais évoquer, c'est il y a eu des moments dans l'histoire où il y a eu des débats politiques qui ont permis justement d'aborder frontalement des questions difficiles et de manière approfondie. Et l'exemple que je cite dans l'essai sur Pierre Mendès France, c'est le fameux débat, le grand débat entre Pierre Mendès France et Michel Debré en 1965, où l'un défend la candidature et le programme de François Mitterrand et l'autre défend la candidature et le programme de Charles de Gaulle. Et ce moment du grand débat, il est important parce qu'il montre la possibilité d'un débat complexe. Ce grand débat, il dure 3 émissions de plus de 2 heures sur Europe 1, à une heure de grande écoute parce que c'est 21h, 20h et 13h.
Et la retranscription de ce grand débat dans un livre qui s'appelle Le Grand Débat est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on les voit débattre sur le taux de croissance, la croissance structurelle, l'inflation, la reconstruction, avec des batailles de chiffres assez formidables d'ailleurs. Et ce qui est assez incroyable, c'est que les Français en redemandent. Et donc ils redébattent ensemble en 1974, Michel Debré et Pierre Mendès France. C'est ce qui montre qu'il y a quand même une appétence aussi pour ce débat et ce dialogue complexe et ce débat frontal. Et vraiment, les deux hommes ne se font pas... Enfin, ils ne se font pas de cadeaux, quoi. Hein. Ils se battent, hein, parce que la présidentielle de 65, elle est moins serrée que celle de 74, mais celle de 74, elle est serrée entre Giscard et Mitterrand. Et donc voilà, moi je pense qu'il ne faut pas non plus baisser les bras, ou il ne faut pas avoir de passivité en disant voilà, finalement, ce débat complexe, on n'y arrivera jamais, et c'est mort, Internet, Twitter. Et d'ailleurs, je me suis amusé à ce que ça donnait en tweet, la synthèse du débat, parce que le grand débat, il dure 200 pages. Et donc dans les œuvres complètes de Pierre Mendès France, il y a une synthèse de ce grand débat, et ça fait à peu près 350-400 tweets, les échanges entre les deux hommes. Donc voilà, moi je pense qu'il ne faut pas complètement abdiquer du débat intelligible, intelligent entre gens, pas forcément s'ils étaient de bonne volonté, mais qui avaient beaucoup de désaccords à se confronter l'un à l'autre. Alors, moi, je voudrais me faire peut-être, pendant quelques instants, l'avocat du diable, en vous demandant si ce courage de la nuance est quand même compatible avec la lutte contre l'injustice. C'est-à-dire qu'à force d'essayer de nuancer sa position, de comprendre la position de l'autre, de faire des concessions. Bon, voilà, vous m'avez compris. Est-ce qu'on ne finit pas par abdiquer et par ne pas traiter le sujet qui vraiment, pour le dire autrement et de façon peut-être plus vulgaire, mais c'est une expression qui devrait parler à l'auteur de Krasnaya. Quelle est la place des herbivores dans un monde de carnivores? Voilà. Si nous admettons que ce monde est un monde de carnivores, est-ce que les herbivores y ont leur place ou pas? Alors, dans la fable que je décris, non seulement ils y ont leur place, mais c'est même eux qui gagnent, remportant la guerre civile, instaurent des lois. La victoire des herbivores, c'est une fable animalière, c'est pour ça. La victoire des herbivores sur les carnivores est à l'origine du désir de loi. Puisque quand on est herbivore, on a tout intérêt à la loi, alors que quand on est carnivore, on se dit que la loi du plus fort a peut-être ses avantages. Donc tout le débat porte sur les plus fortistes et les légalistes au départ, à la naissance de la cité, parce que les herbivores, justement, ont gagné. On n'est pas... c'est un des effets de la démocratie aussi, c'est qu'on est, et c'est peut-être une des vertus, on n'est pas plus faible quand on est plus faible. Pas forcément, pas toujours. Il se peut aussi que la majorité vous donne et vous nantisse de pouvoir que vous n'aviez pas dans des régimes autoritaires où vous étiez arbitrairement désigné comme le bouc émissaire de tous. Et donc, c'est une chose réversible. Et dans le débat, quant au débat lui-même, il y a deux cas de figure. Soit vous êtes en présence d'un antivax, par exemple, ou d'un fasciste, ou d'un type qui croit que les juifs, etc., et dont vous sentez que les convictions sont indéracinables. Bon, on peut rien. Il n'y a plus de raison possible. Il n'y a que la dérision, c'est-à-dire que vous êtes en position voltairienne face à Pangloss. On ne peut pas donner tort à Pangloss quand il dit que ce monde est le meilleur des mondes possibles. On peut juste noyer quelqu'un dans la rade de Lisbonne. On peut juste le faire fesser en public, organiser sa pendaison, etc. Il continuera à dire que c'est le meilleur des mondes possibles parce que c'est du théorisme. Il a décidé que c'était le cas et on ne peut pas lui donner tort. Donc on peut le tourner en dérision. Donc il y a dans le débat public des gens qu'on ne peut pas du tout récupérer pour la cause, qui sont totalement perdus pour la cause, qui ne sont pas là pour ça, et dont, à mon avis, il est important de se moquer, dans le cadre de la loi, naturellement. Mais enfin, de se moquer avec virulence et, dans la mesure du possible, un peu d'esprit. En revanche, il y a le cas du désaccord, qui parfois peut être un désaccord frontal, peut naître même d'une vision du monde antinomique. Deux personnes qui, au départ, ne parlent vraiment pas la même langue, ont quand même, et ça c'est mon espoir, et je l'ai vécu, la possibilité de se trouver un terrain commun à l'intérieur duquel ils découvrent, pour le meilleur, des similarités, pour le pire, des désaccords qui ne sont pas si graves que ça, et dont le partage est un gain mutuel. Moi, je crois à cette possibilité-là. Alors, après, par exemple, qu'est-ce qu'on fait de l'extrême droite ?
Qu'est-ce qu'on fait de l'extrême droite? L'extrême droite, aujourd'hui, est mandataire d'un mécontentement qui va bien au-delà de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 44% de Français qui sont d'extrême droite. Mais en revanche, il y a 44% de Français susceptibles de voter pour la très mauvaise et très maladroite mandataire d'un mécontentement dont ils ont le sentiment qu'il n'est pas pris en charge par les autres. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On dit halte, va des rétros extrême droite, ou on va sur le terrain, je vais sur un terrain dangereux pour moi, là, mais c'est pas grave. On va sur le terrain, on discute, on se bagarre, on démonte les arguments, on déconstruit les choses. On ne rentre pas dans l'imprécation idéologique, on ne rentre pas dans l'anathème, on les démonte. On ne les récuse pas, on les démonte. C'est comme ça qu'on fait avancer quelque chose, à mon avis. D'accord. Tu veux peut-être, Tania, ajouter quelque chose sur cette critique, au fond, de la nuance, enfin, ce désaccord que tu as avec... Non, mais moi, j'étais d'accord avec le diable et son avocat. Parce que je crois que c'est intéressant, et c'est ce que dit Raphaël, en fait. Je pense qu'il faut aussi repréciser ce qu'on entend par débat, c'est-à-dire que y a quand même aussi une peur, enfin dans le même temps, il y a une volonté comme ça d'éradiquer des gens de façon définitive. Voilà, il y a ça d'un côté, puis de l'autre, pour moi, ce que ça raconte, c'est quand même une grande peur de la confrontation. D'arguments, et puis de supporter que l'autre, il n'a pas le même avec nous. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple de dire « je ne te parle plus, je t'efface, je t'annule », que d'y aller. Mais moi, je crois qu'il y a une vertu dans ce duel. C'est intéressant. Et je crois qu'il faut remettre ça très tôt. Donc moi, par exemple, quand j'interviens dans les écoles, c'est autour de cette question-là, de dire prenons un sujet, puis on y va. Et puis, on va essayer d'élaborer des arguments. Donc, on va essayer de réfléchir à ce qui se dit. Puis, on va aussi se dire que quand je parle avec quelqu'un qui n'est pas du même avis que moi et qu'on est dans un cadre où on a dit que quand on n'est pas d'accord, il faut dire pourquoi. Bon, et les arguments qui sont opposés en face, ils m'enrichissent parce que voilà une réflexion qui s'élabore, voilà des arguments auxquels moi, j'ai peut-être pas pensé. Il va falloir que je réfléchisse sur ces arguments, donc que je renforce ma position à partir de ce qui a été donné. C'est ça, en fait, qui est intéressant. Et donc, c'est pour ça que, encore une fois, sur cette idée du mot nuance, qu'est-ce qu'on met dedans ? Et pour moi, il faut en tout cas qu'on n'y mette pas l'idée que j'y vais pas, non, je vais pas m'opposer, je vais que parler à des gens qui pensent comme moi et ça va être super, parce que non. Et c'est pour ça que quand on réfléchit aussi dans les débats qu'on peut faire organiser par la LICRA, il y a cette idée de comment est-ce qu'on va, il faut aller vers. C'est bien d'amener les gens à soi, mais c'est bien aussi d'aller vers, de donner des outils et le travail qu'on peut faire dans les établissements scolaires, il est autour de cette question-là. Donner des outils pour que les élèves ne se sentent pas désarmés et comme ils sont désarmés et démunis, de dire je ne parle plus, je ne combats pas, ou alors de façon complètement radicale et pas intéressante parce que c'est une radicalité qui n'est finalement pas à la racine des choses mais qui est très en surplomb et très infantile aussi, encore une fois. Donc c'est comment est-ce qu'on va aller avec des arguments, avec du matériel, se confronter. C'est ça qui est intéressant. C'est là que c'est le jeu, et le jeu est dans cet endroit-là. Alors, je vais passer la parole donc à Raphaël qui l'a demandé, peut-être non, parce que je voudrais quand même passer la parole à la salle. Or, on a commencé un petit peu en retard, et surtout, il faut être à 12h30 au cocktail déjeunatoire et à la librairie. La librairie ouvre son stand dans le forum. Et donc, je vais vous passer la parole très rapidement, mais peut-être... Un mot juste. J'ai un ami qui disait tout le temps on parle trop, on ne discute pas assez. Et c'est très juste, c'est-à-dire que la plupart des paroles sont employées à recouvrir la discussion, à noyer la discussion sous l'invective ou sous l'énoncé péremptoire d'un dogme, etc. Et en fait, il y a un lien qu'on n'a pas formulé, il va de soi, et donc parfois on oublie de le formuler, mais je crois qu'il y a un lien très profond entre la catégorie d'identité et le refus de discuter. Très profond, c'est-à-dire entre le sentiment de s'identifier aux paroles qu'on dit et le sentiment que toute critique, du coup, est une offense. Et il faut dire à quel point la notion d'identité est une notion ambivalente, est une notion à la fois grégaire et singularisante et isolante, mais c'est aussi une catégorie qui, par elle-même,
compromet la possibilité du débat. Et ça, c'est cette inimitié spontanée de l'identité et du dialogue me paraît un chantier toujours à revisiter. Voilà. D'accord. Je ne sais pas s'il y a un micro mobile dans la salle, sinon je vous passe le mien. Il y a un micro qui circule, sinon Alain, etc. Je peux parler fort. On entend? Oui, on entend. Bon. Donc, je reviens à Trasimac. Par où on a commencé. Bon, moi j'étais prof de philo. J'ai fait l'expérience de, comment dire, de la brutalité de Socrate. Parce que il a toujours raison. Et l'interlocuteur ne peut que dire, à part le chien, tu as raison, ô Socrate, comment en serait-il autrement, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être une violence de la raison. Vous avez compliqué par la complexité aussi, en disant, oui, mais c'est pas la raison, mais quand même la complexité. Alors, complexité, ça fait appel à l'intelligence. Oui, mais alors on est à côté d'une exposition Proust. Je pense au mot de Proust. Chaque jour, j'ai moins de considération pour l'intelligence. Et j'ai en tête aussi une phrase de Aron sur Giscard en 1974. Il est intelligent, mais il ne sait pas que l'histoire est tragique. Alors voilà où je veux en venir. Brutalisation. Le mot a été introduit. Je pense que c'est là qu'il l'a pris. Bernheim, je n'ai pas lu son livre, mais il l'a pris probablement dans Mossé, l'historien de la Première Guerre mondiale, qui parle de la brutalisation de l'homme occidental. Brutalisation, ça veut dire, c'est le sens anglais du mot, si je crois, c'est-à-dire devenir véritablement monstrueux. Autrement dit, et voilà ma question ou ma remarque, est-ce qu'il n'y a pas au cœur de la raison quelque chose qui signifie un devenir monstrueux de la raison elle-même? La cause est déjà dans ce que nous entendons par dialogue, par discussion, par lumière, etc. Au cœur de tout ça, il y a quelque chose qui est complètement immaîtrisé et qui nous tombe sur la figure, comme la guerre en Ukraine, comme des tas de choses, comme le nazisme, comme le stalinisme, etc. Et par rapport, et ça vient de la raison elle-même. Alors, donc, une question sur la raison. Adorno avait parlé de ça, de la dialectique de la raison, de la dialectique négative, etc. Voilà ma question. Frédéric proposait qu'on prenne plusieurs questions. Mais... Parce que, comme pour répondre à Alain David, il faudra au moins 3-4 heures. Oui. Je propose qu'on prenne plusieurs questions et qu'après on se les répartisse. Bon, peut-être voilà. Alain Blum. Comme ça, le partage des questions de la salle sera beaucoup plus démocratique. Alain Blum. Peut-être en complément du dominateur des foules, est-ce que l'absence de nuance, la brutalisation du discours politique, n'est peut-être pas en lien avec décuplé par les réseaux sociaux, par cette recherche du politique aujourd'hui de faire appel à l'émotion plutôt que la raison? Alors, qui souhaite s'exprimer? Raphaël. Oui, bon, voilà, on va la prendre juste après. Ouais. On prend la question on prend la question encore? Oui, bon, allons-y. Vous avez parlé du Graal. Attends, prends peut-être. Je ne veux pas paraître sexiste, mais en général... Je peux parler fort. Ouais, parce que tu as un micro en main, triche pas. Non, vous avez indiqué que le Graal est la complexité. Moi, ça m'interroge, la complexité, et à travers l'éloge de la nuance, je m'interroge sur la manière dont on interagit avec autrui, dont on communique avec autrui. Quelle est finalement, parce que quand on communique, on va mettre nos pensées en mots, et pour maîtriser la nuance, il faut maîtriser arriver à réfléchir à ce que l'on pense et comment je vais mettre cette pensée en mots pour communiquer avec mon interlocuteur, et surtout qu'est-ce qu'il va comprendre de ce que je lui dis. Parce que finalement, il y a une différence quand même entre la signification et le sens de ce que l'on dit, et quelle est l'interprétation que fait mon interlocuteur de ce que je dis. Voilà, moi ça m'évoque cela, la nuance. Par conséquent, à travers, est-ce que c'est pas plutôt l'éloge de la manière dont on communique plutôt que celle de l'éloge, enfin de la nuance, pardon. Je ne sais pas si je suis claire.
On se rend compte de l'ambivalence ou de différentes interprétations de beaucoup de vocables que vous utilisez. Et autour de la nuance, j'aimerais que, je t'ai entendu Raphaël, je ne sais dans quelle émission, que tu expliques comment le terme de respect, puisque dans le débat, dans la contradiction, dans la nuance, souvent on utilise le respect comme étant cette marque qu'on porte à l'autre et qui permet à l'autre de s'exprimer, et comment ce terme peut être en fait un terme extrêmement dangereux qui conduit en fait au non-débat. Et voilà, à titre personnel, j'ai beaucoup apprécié ton intervention. Je voudrais que tu nous en fasses, que tu le fasses partager à tous nos amis. Dernière question, peut-être Claude, parce que je t'ai piqué la question. Tant pis Abraham, vas-y Claude. Bon, je vais peut-être parler comme ça, vous entendez bien. Alors là, je ne suis pas du tout philosophe, moi j'ai les pieds dans l'actualité. J'ai été très surpris de ne pas vous entendre prononcer le mot censure. On vient de voir s'écouler cette semaine, à 3 reprises, une universitaire empêchée de faire ses conférences avec une accusation de transphobie, alors que manifestement, ce n'était pas son orientation. Le refus du dialogue, c'est une chose, et quand il mène à la censure, c'est encore autre chose. Merci. En effet, Frédéric avait raison, c'est-à-dire que pour chacune de ces questions, il faudrait toute une journée sur l'universalisme. On va essayer de synthétiser, on va faire un dernier tour de table. Ouais, moi, je veux répondre à tout le monde. Et aussi rapidement que possible. D'abord, Proust et l'intelligence. Dans le texte auquel vous faites référence, c'est le contre Sainte-Beuve, où c'est à la fin du premier chapitre où Proust explique qu'effectivement l'intelligence passe après l'instinct. Mais dit-il, c'est à l'intelligence que revient le privilège de savoir que l'instinct passe avant elle. C'est-à-dire que l'intelligence, c'est ce qui nous permet de savoir que l'intelligence ne permet pas tout. C'est par l'intelligence que nous avons accès aux limites de l'intelligence. Et ce qui me permet de revenir sur un autre point de votre question, qui était le devenir monstrueux de la raison. Ce qui est beau dans la raison, c'est le criticisme, c'est l'usage critique de la raison, c'est la critique de la raison pure, comme son nom l'indique. C'est-à-dire, c'est le fait de mettre en garde, par utilisation de la raison, contre le péril scientiste à l'œuvre dans la rationalité elle-même. C'est par la raison que la raison se critique. C'est la raison elle-même qui met en œuvre l'instauration de ses propres limites. C'est le projet kantien. On peut en parler des heures, mais on n'a pas le temps là. Et alors, très intéressant, le fait, y a-t-il quelque chose de monstrueux dans les dialogues socratiques? C'est vrai, quand on lit les dialogues de Platon, ça, c'est tout à fait comme tu dis Socrate, assurément, ah oui, bien sûr, etc., etc. Les interlocuteurs sont très souvent très conciliants, mais pas toujours. C'est pas le cas de Thrasymachus, c'est pas le cas de Calliclès, c'est pas le cas de Paulos. Il y a des vraies engueulades qui ont la forme de tweets, c'est-à-dire ce sont des répliques en moins de 280 signes, et ce sont des dialogues qui progressent, c'est-à-dire ce sont des dialogues qui reviennent sur eux-mêmes. Et quand Socrate se définit, quand on lui demande de se définir, il dit « je suis quelqu'un qui aime à changer d'avis quand il est réfuté ». C'est la définition qu'il donne de lui-même. Ça lui arrive pas souvent. Néanmoins, c'est comme ça qu'il se définit, c'est toujours ça de prix. Et il y a un passage dans le Ménon, et c'est ça qui c'est un passage génial, où Socrate dit « tout le monde peut apprendre, tout le monde a le savoir en lui, même les esclaves ». Et il prend un esclave, il demande juste de parler grec, et il lui apprend un théorème sur la duplication du carré à partir des bissectrices. Bon, mais il ne lui apprend pas. Il manifeste, il le fait saillir, il le fait apparaître dans l'esclave. C'est-à-dire qu'il fait son exercice de maïoticien. Et il montre que l'esclave, si esclave soit-il, n'en est pas moins doté de la même raison que les autres. C'est un grand moment démocratique de l'œuvre de Platon, et c'est un moment qui permet de répondre à l'accusation qui est faite en général. Par exemple, vous critiquez le complotisme et on vous dit « Ah, vous êtes un dominant, vous empêchez les gens de réfléchir, de s'indigner, de penser, etc. etc., etc. » Vous critiquez le complotisme, c'est-à-dire que vous critiquez un désir de savoir dont vous pressentez le danger parce qu'il met en péril votre propre structure. On connaît par cœur ce procès d'intention. C'est Frédéric Lordon qui l'avait théorisé dans Le Monde diplomatique. C'est un article très important. Mais le problème, c'est que ce que montre Socrate, c'est la possibilité de ne pas dire n'importe quoi, sans pour autant écraser la parole de celui qui prétend légitimement au savoir. Et c'est ça qui est magnifique. Ce sont des modèles comme ça dont il faut s'inspirer, c'est-à-dire c'est une pédagogie non pas agressive, mais une pédagogie qui au contraire
parie sur la maïotique et sur le fait que chacun dispose de la raison. Alors, sur la communication, il y a une phrase de Gary que je trouve merveilleuse au début de Adieu Gary Cooper, où il dit ces deux copains qui discutent, ils ne parlent pas la même langue, l'un est israélien, l'autre est américain, et l'israélien ne parle pas anglais, l'américain ne parle pas hébreu, mais ils sont dans un coin, dans un chalet, ils font de la rando tous les jours, et à force de gestes, d'attention, de délicatesse, ils se trouvent un peu, une vraie amitié naît, une amitié qui fait l'économie des mots. Tant et si bien que pour honorer cette amitié, ils décident l'un et l'autre d'apprendre les rudiments du langage de l'autre. Et donc au bout de quelques jours, l'israélien baragouine l'anglais et l'américain baragouine l'hébreu. Et là, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont rien à se dire. Et en fait, Gary en déduit que en fait, entre les deux, s'était levé l'obstacle de la langue. L'obstacle de la langue, c'est quand deux personnes parlent la même langue, plus moyen de se comprendre. Et je trouve cette image merveilleusement complexe et je veux la laisser à votre sagacité. Et oui, très rapidement, les philosophes n'ont pas moins les pieds dans l'actualité que les mathématiciens. On pourrait même inverser la chose, et d'ailleurs, il n'y aurait pas lieu de le faire, mais je récuse l'implicite de la présentation que vous avez faite de vos pieds dans la glaise. Par ailleurs, oui, le point que je voulais donner, c'est sur la censure, en fait. La censure est un danger objectif terrifiant. Mais le vrai danger... c'est une tentation qui existe depuis toujours. Platon lui-même l'avait théorisé dans La République. On censure les professeurs qui célèbrent la colère, par exemple. Il ne faut pas lire Homère parce qu'Homère célèbre la colère. Et donc Platon l'avait théorisé, la censure. Mais le vrai danger, c'est l'autocensure en démocratie. Le vrai danger, c'est la peur d'avoir des ennuis. Le vrai danger, c'est le désir de ne pas jeter d'huile sur le feu en oubliant que le problème, c'est le feu, pas l'huile. Le vrai danger, c'est ça. Le vrai danger, c'est le dessinateur qui s'épargne un sujet qui fâche, si vous voulez, ou c'est l'éditorialiste qui évite de mettre les pieds dans le plat. Là est la mort de la liberté en démocratie. La liberté ne dépérira pas parce que soudain, demain, il y a un dictateur qui va arriver, qui va supprimer la Constitution et passer à la 6e République. Non, c'est pas ça qui va se passer. Non, ce qui va se passer, c'est que des libertés dont on ne sert pas, dont on ne se sert pas, comme dit le Canard enchaîné, sont des libertés qui vont tout simplement s'estomper. La tyrannie de la majorité, c'est-à-dire qui légifère en deçà de la loi, l'aura emporté. Et c'est ça le danger. C'est comme mourir de son vivant, en fait. Et pardon, je suis désolé d'être long. Vous avez plein de questions et je suis seul à me taper les réponses. Et il y a une question hyper importante sur le respect. Et il y a une question très importante sur le respect. Oui, en fait, le respect... Le respect, c'est l'alibi de la neutralisation de toute critique. Le respect dû au dominé interdit de critiquer l'anticomplotisme. Le respect dû au doute, confusion du doute et du soupçon, interdit de critiquer la position des antivax. Le respect dû aux religions interdit de critiquer les symboles religieux, en particulier quand ils sont sexistes. L'alibi du respect permet... En fait, l'examen, la dissection du respect, on n'a pas le temps de le faire, et je me tais rapidement, mais la dissection du respect permet de mettre au jour ce qu'il y a de dangereux dans le relativisme, c'est-à-dire dans cette fausse tolérance, derrière la fausse tolérance qui fait l'économie d'une valeur. La tolérance qui fait l'économie de la valeur et qui culmine dans le respect est en réalité le laisser-passer du pire. Et c'est cette ambivalence du respect, la façon dont, au nom du respect, on préserve des conduites liberticides, des conduites parfois mortelles, des discours périlleux et des pratiques délétères, devrait nous interroger sur, enfin, nous inviter à nous remettre en cause, je crois, sur l'utilisation abusive qu'on en donne et la tranquillité d'esprit que ça donne. Je me souviens comme ça, c'est une citation, en 2007, de Ségolène Royal, dire « Moi, je suis pour la République du respect. » Eh bien, c'est l'enfer sur Terre. Bravo. Peut-être un dernier mot l'un ou l'autre Non, mais comme Raphaël a tout dit, je vais dire le reste. Et répondre à la question sur la transphobie et la question de la censure. Alors, d'abord, il y a un principe de base que le préfet rappelle, qui est que s'il y a un problème de trouble à l'ordre public, la réunion peut être interdite. Si c'est des manifestations d'incitation de haine à la violence, à la discrimination, évidemment que la réunion peut être interdite par l'institution. Une fois qu'on a tracé ces cadres-là, le cadre démocratique du débat, évidemment qu'il doit y avoir des échanges entre des chercheurs, entre des personnes qui sont des avis différents. Sur cette question un peu sensible de la transphobie, je ne vais pas me jeter là les deux pieds dans le débat parce qu'en plus il met en cause ma successeur et donc ça me placerait en situation un peu délicate. Simplement, ce que je ne voudrais pas,
pour dire les choses quand même un peu franchement, c'est qu'on est d'un côté un débat peut-être un peu intellectuel sur les personnes trans, et que ce débat-là, qu'on peut avoir avec des arguments tout à fait entendables, soit déconnecté du vécu de ces personnes qui, pour avoir passé beaucoup de temps avec des personnes trans, est un vécu souvent douloureux, avec un parcours qui est long, un parcours qui implique des opérations chirurgicales, désolé de le dire comme ça, mais c'est la vérité. Et il faut aussi intégrer la façon dont ces associations, qui sont aussi des associations très militantes, avec une part de radicalité très forte, et je me souviens moi m'être trouvé dans une situation un peu délicate où les associations trans refusaient qu'un préfet de la République les aide parce que la République, l'État, c'était la domination, etc. Donc on était complètement à front renversé. Mais voilà, je pense que, pour revenir, et on est en plein dans le débat du jour, notre effort collectif, c'est d'essayer de faire en sorte d'avoir ce dialogue entre des gens qui ont des points de vue très différents, avec des positionnements et des points de départ très différents. Et moi, c'est ça qui m'intéresserait beaucoup plus que de savoir comment on interdit une réunion publique ou à quel point ces associations sont radicalisées, radicales et ne comprennent pas la situation. Merci Frédéric. Je trouve que tout ce que nous venons de dire là vers la fin de ce débat, et notamment ce qu'a dit Raphaël sur la mise en cause du relativisme, est une belle transition vers le débat suivant, qui commence en principe à 13h30 sur Tempête sur l'universalisme, avec Elisabeth Roudinesco et Fatih Benslama. Ultima verba pour... Oui, non, c'était juste parce que par rapport à la question de Sarah, et même plus généralement sur le mot complexité, pour moi l'idée c'est pas de parler de telle sorte que la personne en face ne comprenne pas, c'est pas non plus anticiper l'autre de telle sorte que je serais dans sa tête et que tout ce que je dirais je serais sûre qu'il pourrait le comprendre. C'est justement supporter de pas être total. C'est de ça dont il est question. Donc la brutalité aussi, elle est dans cette idée-là, c'est-à-dire de vouloir entièrement couvrir un champ, être omniscient et avoir tout synthétisé. Bah non, en fait. Donc c'est aussi sortir de cette totalité, de cette volonté comme ça de tout absorber de l'autre. Je crois qu'il y a quelque chose là-dedans qui recouvre aussi tout ce qu'on a dit et qui vient aussi sur cette question du respect. Non, en fait, je crois qu'il faut supporter aussi l'idée que il est possible que l'autre n'ait pas du tout saisi ce que je veux dire. Et puis, justement, la discussion, elle est là pour qu'on essaye d'avancer sur ce que j'ai pas saisi ou ce qu'il a pas saisi. Et puis voilà, quoi. Donc, si on arrive à être à cet endroit-là, il y a des choses qui vont pouvoir émerger. Justement, sortir du total, donc du totalitarisme, du tout, de cette transparence, voilà, tout ça. Si on met ça de côté, on va pouvoir commencer à être dans une réelle discussion. Parfait. Merci aux trois intervenants.